Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Salut à tous, la troisième et dernière partie de ce débrief consacré à la demi-finale de la Coupe Gambardella entre le Stade Malherbe de Caen et le Stade Rennais. Demi-finale, on le rappelle une nouvelle fois, elle aura lieu cette demi-finale dimanche prochain au Stade Michel Dornano. Coup d'envoi donc ici à 15h, 22e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Toujours à mes côtés, Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et notre invité exceptionnel pour ce débrief depuis le Stade Michel Dornano, Nicolas Seub, directeur du centre de formation et entraîneur de cette équipe qui va disputer cette demi-finale de Coupe Gambardella. Rebonsoir Nicolas. Bonsoir. Après avoir présenté le match en lui-même dans la première partie, évoqué la formation au Stade Malherbe dans la deuxième, on va s'arrêter un peu plus sur notre invité Nicolas Seub dans cette troisième partie qui débute donc dès à présent. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Nicolas, la première chose que l'on va évoquer avec vous, c'est tout simplement ce que vous allez ressentir. Ce que vous allez ressentir au moment de vous asseoir sur ce banc du Stade Michel Dornano en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur. Vous avez, on y reviendra évidemment, une carrière incroyable ici au Stade Malherbe de Caen. Mais ce sera la première fois que vous allez vous asseoir sur ce banc en tant qu'entraîneur. Oui. Déjà, ça va être une grande fierté de pouvoir amener ces gamins-là sur ce stade-là. Ça, c'est une certitude. Forcément, il y a toujours un sentiment émotionnel qui va surgir. Alors, j'espère que je vais arriver à maîtriser mes émotions comme je vais demander aux joueurs. Puisque forcément, ce stade, je le connais en large, en long et en travers. J'y ai vécu tellement d'émotions, des émotions exceptionnelles avec des victoires contre des grands clubs et puis des parcours hyper difficiles avec des descentes, une demi-finale de Coupe de la Ligue qui reste encore dans les mémoires. Donc forcément, il y a tout ça qui va un petit peu se balader dans la tête. Ramener aussi la famille au stade, puisque ça faisait un moment que mes enfants ou mon épouse n'avaient pas l'honneur de pouvoir revenir, en tout cas quand je suis acteur, je veux dire, entre guillemets, quand je suis acteur de la rencontre. Donc forcément il y a tout ça qui va un peu se mêler, donc ça va pas être simple pour moi. Je l'ai déjà dit à Romain Leroux, je sais que ça va pas être simple. Mathieu. On rappelle succinctement, pour en faire des caisses, mais Nicolas Seub, c'est 16 saisons en professionnel au Stade Malherbe. Jusque là t'es bon. Arrivé ici en 2001, 2001, Nicolas, oui. c'est ça, 2001. l'année où j'ai débuté la radio, Mathieu, ça nous rajeunit pas. Comme quoi tout le monde n'a pas connu le même parcours. C'est 520 matchs en professionnel. 520 matchs tout confondu, oui, toutes compétitions confondues. Je compte pas les matchs amicaux, championnat et les championnat oppositions de semaine. Et les oppositions du mercredi et la mise en place du mercredi. Je compte pas. Mais on précise que c'est le record du club, forcément, à une époque en plus où on a tendance à changer de club de plus en plus souvent. Devant Titi Leroy, c'est ça. Oui, deuxième ça doit être Titi. Ouais. C'est et ça. donc, vous l'avez évoqué, mais il y a eu des montées, il y a eu des descentes, il y a eu pas mal de choses. À l'échelle d'un club comme le Stade Malherbe, on peut dire que vous avez quasiment tout connu ou presque. Forcément, cette longévité, elle vous donne une image un peu particulière aux yeux des observateurs, des supporters. Et rien que pour ça, ce sera pas anodin le 10. C'est aussi un peu peut-être une histoire aussi qui se prolonge, peut-être un pan de l'histoire du club, l'histoire moderne, tout simplement depuis le début des années 2000, qui se prolonge aussi. Et je pense qu'il y a des gens qui viendront peut-être aussi pour ça. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que les gens, il faut qu'ils viennent surtout pour le match. Il faut qu'ils nous soutiennent pour gagner ce match. Voilà, c'est les acteurs, c'est les joueurs, c'est les gamins qui ont mérité cette place-là. C'est eux qui sont allés se la chercher. Je le répète. Parce que, encore une fois, le dernier match, quand on est allé à Lyon avec le soutien des familles, il y a des personnes qui ont fait 16 heures de voiture dans le week-end, dans un contexte et un climat hyper difficile. C'est eux qui sont allés se la chercher, se la gagner cette demi-finale. Donc déjà, ils ont besoin des gens. Ils ont besoin des gens, ils ont besoin des gens pour les soutenir, parce qu'ils vont en avoir vraiment besoin. Après, si bien sûr, moi, de par l'histoire que j'ai eu avec le club, j'arrive à faire déplacer un peu de personnes, ça sera tant mieux pour les joueurs. Voilà. Maintenant, l'acteur principal, c'est le match.
Alors, on peut en profiter justement par rapport à, on va dire, l'appui, on va dire, du public. Le club fait tout pour qu'il y ait un maximum de personnes dans le stade. On l'a déjà rappelé dans les parties précédentes, mais on va le redire et on va peut-être aussi même le préciser. Donc les abonnés du club sont invités, les partenaires sont invités. Tous les licenciés et les bénévoles du club le sont, donc il y a toute l'école de foot, le centre de formation, il y a plusieurs places par personne. Voilà. Ça fait du monde, les districts. Voilà, et donc il y a une opération avec les districts, les licenciés des districts peuvent bénéficier de places. Et donc il y a aussi une petite opération spéciale, un petit clin d'œil, on va dire un petit clin d'œil de politique régionale. C'est qui est souvent un terme qui est employé, on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. Là au moins il y a des actions concrètes, autant les souligner, parce que ces jeunes qui sont aujourd'hui au Stade Malherbe, ils sont originaires pour la plupart d'autres clubs, beaucoup dans la région. Oui. Et donc ces clubs-là aussi seront invités le dimanche 10 avril à venir voir ce que sont devenus leurs petites têtes blondes. En résumé, pour les régionaux, les locaux, tous les clubs dont ils ont été licenciés quand ils ont été plus jeunes sont invités à venir voir cette rencontre. C'était un clin d'œil qu'on trouvait intéressant, et ça c'est Mehdi Ossiana qui a la charge de ça, et j'ai trouvé ça top, puisque voilà, on a tous commencé dans un club, et ces gamins là, s'ils ont commencé le foot, il faut aussi récompenser les clubs dans lesquels ils sont passés. Donc voilà, ça met du lien entre le Stade Malherbe et tous les clubs aux alentours. Et on précise parce que c'est aussi possible, parce que dans ce groupe là, de ce groupe Gambardella, où il y a une vingtaine de joueurs, on va dire à peu près, il y a forcément quelques garçons issus de région parisienne. Oui. C'est bien normal, il y en a toujours eu. On est d'accord. C'est le plus grand vivier du monde. Oui. Le Stade Malherbe serait bien bête de. Voilà. Oui. Surtout qu'en général, vous prenez pas non plus les plus mauvais. Donc, ils sont très logotés Stade Malherbe. Ils sont très logotés. On leur inculque. Je peux vous assurer qu'ils sont très logotés Stade Malherbe. Bon, c'est parfait. Et en plus, ils sont bien inspirés, parce qu'à côté d'eux, ils ont quasiment les deux tiers, voire les trois quarts de l'effectif qui sont made in Normandie. Oui, plus un staff très made in Normandie aussi. Très made in Normandie, parce qu'il y a il y a presque que des historiques d'ailleurs au centre de formation. Mais disons qu'il y a que des locaux, hormis moi. Voilà. C'est ça. Mais bon, depuis qui est devenu un local, un ordre d'adoption. Oui. Justement, Nicolas, je fais une petite parenthèse, mais on est installé sur les toits de Dornano ici dans les canapés pour cette émission spéciale Gambardella, spéciale centre de formation du Stade Malherbe, avec vous qui en êtes l'invité. On vous en remercie une nouvelle fois aujourd'hui. Nicolas, vous êtes né en août 79 à Toulouse. Oui. Vous êtes arrivé ici, donc on le disait tout à l'heure, en 2001. Vous aviez 22 ans. Oui. Est-ce qu'il y a un seul moment à ce moment-là, si vous avez dit on se retrouvera comme ça 20 ans plus tard ici, après une telle carrière de joueur, et au moment d'embrasser une carrière d'éducateur, est-ce que ça c'était pensable? On peut jamais prédire ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'allais tout faire pour réussir. Voilà. Après, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Elle est incroyable. Elle est incroyable, certes. Maintenant, elle n'est pas finie, surtout. Moi, j'ai toujours imaginé de continuer à travailler pour atteindre les objectifs visés. Voilà, quand je suis arrivé à Caen, j'avais pas pour idée d'y rester 20 ans, je ne savais pas. Il n'empêche que ce club-là, c'est le premier à avoir donné l'opportunité de pouvoir exercer mon métier. Donc depuis, forcément, il s'est passé plein de choses, mais ce club-là a toujours été reconnaissant me concernant, et puis même pour la reconversion, je veux dire, c'est une chance et un honneur de pouvoir avoir eu la possibilité de pouvoir poursuivre sa carrière dans une structure professionnelle. Je sais trop et je connais trop de personnes et pendant les parcours de formation qui me disent c'est difficile de retrouver une structure professionnelle quand on sort du milieu. Donc pour moi c'est une chance. Donc 20 ans après qu'on ait la possibilité de jouer une demi-finale de Gambardella, non, ça je peux pas le prédire non plus. Ça c'est impossible. Et il n'empêche, c'est une grande fierté, oui. La plupart des gens du Sud-Ouest, quand ils montent en Normandie, c'est pour 1 an ou 2, mais on a une exception avec nous, Mathieu. Voilà. On précise, vous avez raccroché les crampons en 2017. Oui. Et donc vous avez enchaîné directement avec cette deuxième carrière, on va dire ça comme ça. Oui. Je peux la résumer. 2017-2018 BEF, voilà. Brevet d'entraîneur de football, pardon. Voilà. 2017-2018 DES. 2018-2019 année sabbatique au niveau des diplômes. Et donc 2020-2022 BEFF. Voilà. Donc qui est le diplôme de formateur, on résume comme ça, qui est obligatoire pour diriger un centre de formation. C'est le poste que vous occupez actuellement. Comme vous êtes en formation, il y a une
Une dérogation. Il y a une dérogation qui est accordée, mais le diplôme, vous l'aurez à la fin de cette saison-là. Voilà. Et donc là, tout sera rentré dans l'ordre. Et on précise qu'avant d'être directeur de centre de formation, il y a eu quand même eu quelques années, même si le parcours a été assez rapide, mais il y a eu 2 années comme adjoint de Mathieu Ballon chez l'U17, pendant que vous prépariez vos premiers diplômes. Derrière, vous avez enchaîné avec une année comme adjoint de la réserve. C'était déjà Fabrice Vandeput qui était à la tête de l'AB. Avec une montée. Voilà, avec une montée de N3 en N2. Voilà, tout à fait. Ouais, on a battu Vire. Voilà. Et c'était pas C'est notamment grâce à ça qu'ils sont montés. Et je peux même dire que le SM Canvir, c'est 1-0 à la dernière minute. But de sur pression Cava. Voilà, excellent. Il en a venu d'ailleurs. Nicolas pourra témoigner, avec tout le respect que j'ai pour le garçon, qu'il n'en a pas marqué beaucoup des comme ça, mais il l'a marqué contre nous. Oui, et puis il a remarqué le dimanche le même but. Ce même joueur, avec les U19. Non mais c'est vrai. C'était son week-end. C'était son week-end après Cava. Et donc depuis 2019, vous êtes à la tête de la catégorie U19. Oui. Voilà. Donc forcément, les 2 dernières années ont été tronquées par le Covid. Il n'y a pas eu des saisons pleines. Non. Et donc là, depuis l'été dernier, vous avez 2 casquettes. Donc celle d'entraîneur des U19 et celle de directeur du centre de formation. Tout à fait. Voilà. Quand vous dites c'est pas fini, on veut le dire. Peut-être même diriger le centre de formation, c'était pas quelque chose. Peut-être qu'on aurait fait le même entretien il y a 1 an. Ce serait quelque chose qui serait pas du tout venu peut-être à l'esprit. En tout cas, pas si tôt, peut-être. Oui, pas si tôt. Mais après, c'est le contexte du club aussi. Voilà, il y a eu le départ de Stéphane Nadeau, on s'est retrouvé 6 mois sans personne. C'est quelque chose qui était aussi dans mon esprit, l'idée de pouvoir influer avec les différents éducateurs la formation, et je trouvais plus intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai proposé au président, je trouvais plus intéressant que ça soit quelqu'un qui travaille avec les éducateurs depuis des années, de mettre en place un projet de formation qui nous correspond, plutôt que de nouveau faire venir quelqu'un de l'extérieur qui, pour autant, ça aurait pu être très bien, c'est pas le débat, mais qui pourrait avoir amené autre chose encore, alors qu'il me semblait qu'il était important qu'on puisse mettre notre projet en place. Voilà. Et donc c'est ce que vous faites du coup avec vos équipes. Oui, enfin ça en cours, hein, c'est vraiment c'est les prémices. Aujourd'hui c'est un laboratoire, tout n'est pas nickel. Voilà, mais on a espoir que d'ici quelques années ça soit un projet qui nous correspond de A à Z. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un poste sur lequel vous vous projetez quand même un petit peu sur quelques années pour justement qu'il soit. Ben, pour l'instant oui, pour l'instant l'avenir c'est être directeur du centre de formation et amener la patte de l'ensemble des éducateurs au centre de formation. Voilà, j'ai des éducateurs qui sont hyper expérimentés, donc je veux dire un projet ça se fait pas tout seul, et l'idée c'est de mettre en place un vrai projet. Une fois que ça sera fait, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas dans un premier temps oui c'est ça. Parce que, éventuellement, forcément, la suite, au niveau des diplômes, il vous en manquera un. Oui. Il vous en manquera un. Oui. Celui qui permet d'exercer au niveau professionnel. On est d'accord. Voilà. Peut-être que vous allez vous accorder un petit temps de répit, on va dire. Avant on verra. Et puis après, il y a l'accès aussi. Attention, voilà. C'est des accès très difficiles. Le diplôme pour entraîner une équipe professionnelle, je pense que c'est 10 candidats reçus. Hein. Donc c'est l'accès, l'accès est très difficile. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on imagine, mais pour plus tard, en tout cas vous concernant. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. Joker. Pour le moment, c'est la formation et c'est déjà très bien comme ça. Tout à fait. Vous êtes directeur du centre de formation et éducateur, entraîneur, on le disait Nicolas tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas ici. Il y a des directeurs du centre de formation qui n'étaient entre guillemets que directeurs du centre de formation. C'est un choix, c'est une volonté du club, c'est un plus d'avoir en même temps garder ce contact aussi avec le terrain, même si on l'imagine, c'est évidemment plus prenant. C'est les deux choses, c'est un choix et une volonté. C'est-à-dire c'est un choix parce que c'est économique aussi. Dans le sens où une personne qui peut remplir plusieurs missions, forcément ça coûte moins cher que 2 personnes. Et c'est aussi un choix personnel, puisque étant encore en formation et puis j'ai envie d'être sur les terrains, c'est-à-dire que c'est là où on progresse, c'est là où on voit les joueurs, c'est là où on est au cœur du métier. Rester dans les bureaux, c'est un directeur administratif. Bon, ce n'est pas la même fonction. Il n'empêche qu'il y a des clubs qui font ce choix-là. Et il y a des clubs qui continuent à travailler avec un directeur de centre qui va sur les terrains. Il n'y a pas de vérité. En général, en Ligue 2, très peu sont juste directeurs dans les bureaux. La plupart sont aussi sur les terrains. Au Havre, François Rodriguez, c'est le cas. Quand nous étions en Ligue 1, oui, il y avait un directeur de centre et des éducateurs qui chapeautaient sur le terrain. Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'être aussi sur le terrain et à la limite d'avoir un directeur administratif. Voilà.
C'est ma vision des choses. Comme adjoint éventuellement pour se seconder. Moi j'avais une petite question quand même sur le côté entraîneur. Donc il y a eu 20 ans de carrière professionnelle. Il y a eu quelques entraîneurs côtoyés. Oui. C'est lequel Oui. Alors non, il n'y en a pas eu tant que ça en fait. Hein. Non, à l'échelle d'une carrière pro, il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu quand même. Non, mais si je cite tous ceux que j'ai connus depuis que j'ai commencé, puisque j'ai eu Alain Giresse à Toulouse, donc ça vous le savez pas tout ça. Ouais. J'ai eu Alain Giresse à Toulouse, j'ai eu Robert Nouzaré qui a entraîné aussi à Caen, à Toulouse. Tout à fait. J'ai eu Hervé Gauthier, j'ai eu Patrick Remy, j'ai eu Franck Dumas, j'ai eu Patrice Garand. Voilà. Il n'y en a pas eu tant que ça en fait. C'est parce que Nicolas a raccroché en 2017. Ouais. Sinon, il en aurait eu plus depuis. C'est ça. 3 ans de plus et on double les chiffres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai préféré connaître ce que j'ai connu. Ouais. Lequel vous a le plus inspiré ou le plus marqué dans mon métier d'entraîneur d'aujourd'hui ? Oui. En fait, c'est un mix de tout. Déjà, c'est encore une fois de par l'expérience de chacun et le relationnel, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'il ne faut pas surtout être qui on n'est pas, donc c'est-à-dire qu'il faut se reposer sur soi-même, qui on est réellement, et à partir de là, après, on s'inspire, on peut s'appuyer sur des expériences qu'on a connues, qui nous semblent importantes, et donc du coup qu'on souhaite remettre en place. Mais au départ, c'est nous, il ne faut pas être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas de toute façon. Donc de chacun, j'ai pris un petit peu. Voilà, Franck, la cohésion d'équipe, c'était exceptionnel, donc j'ai pris. Patrice, l'exigence au quotidien, j'ai pris aussi. Donc de chacun, j'ai toujours pris quelque chose de différent, mais en mettant moi, ma personnalité à l'intérieur de ça. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir Pep Guardiola, certainement que j'aurais été inspiré ou impacté, mais et après on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Moi je suis impacté aussi par le travail au quotidien de mes éducateurs, je suis impacté par ce que je vois quand je vois l'équipe de Jürgen Klopp, ça m'impacte, ça me parle, ça fait quelque chose. Après je suis pas à l'intérieur, mais en tout cas le jeu développé, ça me donne envie. Donc du coup, après je le fais à ma sauce. Voilà, c'est tout. Puis avec les joueurs à disposition aussi. Et puis oui, on dépend des joueurs. Et de toute façon, c'est une réalité. On parle souvent des éducateurs, des entraîneurs. Ah ouais, mais lui il est nul, lui il est bon. Oui. Après, quand on a des bons joueurs, c'est plus facile d'être bon. Mais encore une fois, il faut être sur le banc pour comprendre. Et au quotidien. À l'inverse, quand vous étiez joueur, vous avez vu certaines choses des fois chez certains entraîneurs. On vous a dit, alors moi demain jamais je ferai ça. On va pas citer de nom, hein, mais. Ben, il faut jamais dire jamais, parce que le problème c'est que quand on est joueur, on n'a pas la vision globale et on a la vision personnelle là du moment et on à chaud. Il y a toujours une raison dans ce qui se passe. Donc c'est que c'est réfléchi au départ. Donc je me suis jamais dit ça je ne le ferai pas. Il n'empêche qu'il y a des choses qui sont arrivées que je n'ai pas appréciées, oui. Mais quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu te dis ah ouais, il y a tout ça à organiser quand même, il y a ça à faire. Ah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi là il faisait ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. C'est juste ça. Après c'est surtout la manière de manager, de communiquer, de travailler avec les gens. Qui peut être différent d'une personne à l'autre. Voilà, moi j'ai ma façon de faire, c'est la bonne, j'en sais rien. En tout cas, c'est ma façon de faire. Est-ce que vos jeunes joueurs connaissent votre carrière ou pas spécialement ? Mais il faudrait leur poser la question. Il faudrait leur poser la question. Après, j'espère que étant du club licencié au club, ils savent qui est le joueur le plus capé quand même. Sinon je suis inquiet. C'est comme s'ils connaissaient pas l'année de naissance du club. Mais après, est-ce qu'ils connaissent réellement ma carrière ? J'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Et ça c'est important, vous faites référence là, à l'année de naissance du club, oui. On va dire l'histoire du club. Aujourd'hui on est tous abreuvés d'images de tous les championnats du monde, de toutes les compétitions. On a envie de dire que peut-être plus souvent on a peut-être plus tendance à envie d'avoir regardé le Real, le Barça quand on est un jeune de 15, 16, 17 ans que le match de l'équipe pro de Malherbe. Est-ce que c'est important ça aussi d'essayer d'inculquer ça bien entendu que c'est important. Et c'est des canets à partir du moment où on signe quelque part, il faut quand même connaître l'histoire du club. On est né à Venoy quand même. Il faut le savoir ça. Voilà, le club il a commencé ici. Voilà, la chance du club c'est l'unité de lieu, c'est que voilà, on a juste déplacé le stade, mais il n'empêche qu'on est né à Venoy avec une culture, avec historiquement de la présence de monde au stade. Je veux dire, c'est pas venu du jour au lendemain. Les gens ils n'ont pas commencé à venir à Dornano parce qu'il y avait du foot. Les gens ils ont toujours été là. Enfin, moi, on m'en parle encore de Venoy. Moi, je l'ai pas vécu. J'aurais aimé le vivre à Venoy. Franchement.
Mais les gens étaient à Venoix, au taquet, donc je suis pas surpris qu'il y ait 1500 personnes qui se déplacent au Havre. Je suis pas surpris du tout, c'est historique. Donc les joueurs, il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur club. Les hauts, les bas, le nombre d'années en D3 avant de connaître le niveau professionnel, le fait de descendre de D1 à D2, comment ça s'est construit, les constructions du centre de formation, l'évolution des terrains. Enfin, tout ça, c'est importantissime. Les gens qui sont passés, les gens qui ont été influents dans ce club-là, les gens qui y travaillent aujourd'hui, tout ça, c'est importantissime. Le joueur qui connaît pas ça, pour moi, il a rien à faire au Stade Malherbe. Il peut pas. Puisqu'on parle de valeur, Nicolas, justement, on dit souvent il n'y a pas d'aventure sportive sans aventure humaine. Oui. C'est aussi l'humain, j'imagine, qui vous a fait rester aussi longtemps en Normandie. On sait qu'il y a eu la rencontre avec Jean-François Fortin, ça a été des moments très forts évidemment dans votre carrière. Vous vous en inspirez aussi de ça, justement, l'humain, il est avec vous au cœur du projet. Dans vos relations avec les éducateurs, avec les joueurs, avec les parents. L'humain, il est au centre de la vie, hein. Il est au centre de chaque projet. Et l'humain, c'est nous, l'homme, la personne, qui on est réellement, l'individu. À partir de là, après, on construit. Mais si on pense le joueur avant l'humain, on se trompe. On dit souvent qu'il y a moins d'humains qu'avant. Alors, c'est peut-être des phrases toutes faites, mais l'humain, c'est quoi l'humain? Ça veut dire quoi, il y a moins d'humains qu'avant? Dans le foot en général, hein, pas au Stade Malherbe. On dit moins d'humains parce qu'il y a... Mais l'humain, c'est dire la vérité, donc ça fait mal, oui. Donc est-ce que c'est dire la vérité? Est-ce que c'est avoir moins d'humains? Mais moi, un joueur, à partir du moment où je lui dis que t'es pas bon ou quand t'es bon, pour moi, c'est de l'humain. Je lui dis réellement les choses. À partir du moment où on conserve pas un joueur, forcément ça fait mal. Oui, ça pique, oui, mais c'est de l'humain. Ça veut pas dire que je le considère pas ou que je lui manque de respect, mais l'humain, c'est pas aller que dans le bon sens, parce que c'est ça en fait le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'humain parce qu'on ne donne pas toujours les réponses qu'on a envie d'entendre. Moi, je suis désolé de vous dire que l'humain, c'est prendre la personnalité de l'individu, le connaître du mieux possible, de connaître l'entourage, la structure, et de pas se mentir surtout. Ouais, et l'humain, c'est dans les deux sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le garçon, il doit aussi s'intéresser à ses éducateurs, à l'environnement du club, à l'histoire de celui-ci. C'est aussi ça, en fait. Oui, ben, l'humain, c'est tout ça, et puis les droits et les devoirs de chacun. Je veux dire, à partir du moment où on signe dans ce club-là, on a bien entendu des droits, mais on a surtout des devoirs. Je veux dire, les devoirs, moi j'ai un devoir. Moi, mon devoir, c'est d'éduquer des gens, de faire des footballeurs professionnels. Ça, c'est mon devoir. Mais le devoir du joueur, c'est de réussir, de mettre tout en œuvre, d'être sérieux à l'entraînement, d'être sérieux à l'école, de donner le maximum, de respecter tous les gens de la structure. Ça, c'est des devoirs. C'est obligatoire. Donc ça, c'est primordial. Et bien sûr, il y a peut-être cette part d'inspiration aussi que vous puisez chez Jean-François Fortin. On sait que c'est quelqu'un qui a marqué aussi l'histoire du Stade Malherbe pour ce côté-là, justement. Alors, historiquement, on va aller plus loin. On va rappeler l'éducation de mes parents. Bien sûr. Et ça part de là, surtout. Après, avec M. Fortin, bien entendu, il y a des similitudes, mais parce qu'on a une éducation similaire. Mais moi, à partir du moment où on m'a éduqué au foot, les valeurs humaines et le respect, c'était primordial, c'était ça qui était en premier. Après, on travaille autour de ça. Mais celui qui me parle du joueur avant de me parler de l'homme, il va manquer des choses. C'est une certitude. Et pour tirer la quintessence de chacun, plus on va s'intéresser aux gens, plus ils vont rendre. C'est une certitude. J'en suis intimement convaincu. Mathieu, le mot de la fin? Eh ben, c'était très bien. C'est gentil. Ben, voilà, on pourrait faire 12 parties. Oui, oui. Ben, on en garde pour l'émission de la finale. C'est exactement ça. Exactement ça. Pour le débrief de la finale. Ouais. Bon, c'était un vrai bon moment, en tout cas, gentil, Nicolas. Merci partagé. infiniment de nous avoir accordé ce temps pour parler du foot, pour parler de la Gambardella, pour parler du centre de formation, pour parler des jeunes, des éducateurs, pour parler foot, mais pour parler de la vie aussi. On l'a vu à travers ces propos très touchants. On rappelle encore une fois, pour finir peut-être, Mathieu, les infos pratiques, ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous de dimanche prochain, ici à Dornano. Eh ben, c'est rendez-vous 15h, dimanche 10 avril, au stade Michel Dornano, stade Malherbe, stade Rennais. Et donc, pour le grand public, il y a des places à la boutique à partir de 5 €. Et sinon, tous les licenciés des districts sont invités, ils peuvent se rapprocher de leur entité. Les clubs dont sont originaires les garçons qui vont fouler la pelouse du côté du Stade Malherbe seront aussi invités. Il y aura un clin d'œil, il y a toute la grande famille du Stade Malherbe qui sera présent, de l'école de foot, en passant par le centre de formation, les bénévoles, les arbitres, ainsi de suite. Donc voilà, ce sera une belle grande fête et il y a un potentiel peut-être pour faire 10 000 personnes, 10 000 spectateurs
Et ouais, ce serait beau. Ça fait sourire Nicolas, mais. Ouais, non, mais en résumé, venez nombreux. Ouais, venez Voilà. nombreux. On n'a aucune raison de ne pas être là Venez nombreux. dimanche. Eh, Non, ce mais venez sera bien. nombreux. Et il paraît même qu'il va faire beau. Pour une fois, posez vos téléphones, arrêtez de parler sur les réseaux sociaux et venez nous encourager. Exactement. Voilà. Ça c'est Voilà. une belle parole. Ça c'est une belle parole. on Merci va- infiniment encore avec une fois. plaisir. Nicolas, on croise les doigts pour vous et pour les jeunes évidemment. Merci Dimanche beaucoup, prochain. c'est gentil. Caen Rennes à l'affiche. Merci Mathieu pour ce débrief exceptionnel proposé depuis le stade Michel Dornano avant cette demi-finale de Gambardella. On remercie également Quentin Radic qui a assuré la production et la réalisation de cette émission depuis nos studios. On vous souhaite une belle semaine. Évidemment, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain débrief. On l'espère avec le grand sourire. Hein. Mathieu, ça sera bon signe si on se retrouve dans une semaine avec le sourire. Ça sera pas mal. Voilà. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Portez-vous bien, on vous souhaite une belle semaine et à très vite sur Radio VFM et Foot Normand pour parler de foot. À très vite, ciao, bye bye. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.